c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business sur Radio Libre en Périgord avec aujourd'hui un spécial banque, frais bancaires et arnaque des banques. Être entrepreneur, c'est bien sûr entreprendre, manager, innover, mais c'est également faire attention aux pièges et aux prestataires. Pour ceci, nous recevrons aujourd'hui Christophe Degrave et Gérard Faure-Capper pour la sortie du livre De la saignée au dépeçage ou comment certaines banques étouffent et dépouillent les petits entrepreneurs. Ce ne sont pas des inconnus, Monsieur Faure-Capper a déjà écrit les commissions d'intervention, l'affaire Paris Convention, le livre noir de la banque et voyage au bout de l'arnaque. Mais tout d'abord, la chronique de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Banque, alors que la pression pour nous faire utiliser la monnaie numérique augmente, que le nombre de distributeurs automatiques diminue et que les montants de transactions autorisées en argent liquide baissent également, regardons un peu aujourd'hui la face cachée de cet acteur indispensable de notre économie au sens large, et donc également pour tout entrepreneur. Tout d'abord, particulier ou professionnel, les frais bancaires annuels moyens grimpent à 225 € en 2024. D'après une publication de l'Observatoire du financement des entreprises effectuée pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la part d'entreprises payant des frais bancaires de moins de 240 € par an s'établit à 14,7% en 2020, alors que celle des entreprises payant des frais bancaires supérieurs à 1800 € atteint 16,7%. Bon, s'ils le disent, mais l'expérience montre que les rapports avec cet acteur, la banque, est parfois compliqué pour l'entrepreneur, car la banque n'est pas là pour rendre service ni pour aider, elle est là pour faire de l'argent, dans le sens le plus capitalistique du terme. Mais tout ceci est pourtant réglementé. Emprunt, financement, avance de trésorerie, découvert. Christophe Degrave, dis-moi, la banque en France, c'est vraiment important pour l'entrepreneur ? Oui, c'est absolument important puisque c'est quand même l'interlocuteur privilégié pour pouvoir se développer, pour pouvoir résister dans les moments qui peuvent être des fois difficiles, face à en plus l'augmentation des charges que toute entreprise et tout entrepreneur a au niveau de sa structure pour avancer. Donc, on a besoin vraiment d'une synergie entre justement la banque et l'entreprise. Gérard Faure-Capper, est-ce que la banque joue le jeu avec les entrepreneurs ? Alors bon, d'abord, la banque est indispensable, bien entendu. Maintenant, est-ce qu'elle joue le jeu avec l'entrepreneur ? Dans de nombreux cas, oui. Mais à côté de ça, disons qu'elle triche un peu sur un certain nombre de choses. Et notre rôle, enfin mon rôle, c'est d'arriver à dénoncer ces tricheries et de ramener la banque dans le droit chemin. Très bien. C'est l'invité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. RLP Business, donc aujourd'hui avec Gérard Faure-Capper et Christophe Degrave. Christophe, on se connaît. Bonjour, salut Chris. Bonjour. Vous avez notamment publié il y a très peu de temps un ouvrage qui s'appelle De la saignée au dépeçage ou comment certaines banques étouffent et dépouillent les petits entrepreneurs. Tout un programme en fait. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous dire très rapidement qui vous êtes, qui est Gérard, qui est Christophe et pourquoi ce livre ? Moi, je suis un chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment. Après une expérience d'ingénieur dans le domaine de l'industrie, j'ai lancé ma société, ça fait déjà maintenant plus de 15 ans. Donc, on intervient sur tout ce qui est décoration, travaux d'intérieur. Et par rapport, en fait, à l'évolution de tout ce qui s'est passé depuis 2020, Covid, les charges qui augmentent de façon vraiment exponentielle, on est tous soumis à une baisse de trésorerie au niveau des entreprises
entrepreneurs, des petits entrepreneurs hein, principalement, je pense. Donc forcément, on est fragilisé et par rapport à ça, j'ai souhaité en début de cette année regarder sérieusement un peu ce que me coûtaient les frais au niveau de la banque et en fait en creusant et puis en même temps en découvrant une petite vidéo qu'avait pu faire Gérard sur internet en début d'année. Je l'ai contacté et ça a été à mon grand étonnement plein de surprises puisqu'on a découvert que il y avait des frais qui étaient prélevés qui sont illégaux puisque en fin de compte ils ne sont pas intégrés dans des calculs au niveau logiciel puisque les taux TAEG qui me sont communiqués par la banque sont sous-estimés par rapport à la réalité, ce qui fait que on est bien au-delà du taux d'usure qui est un taux légal à ne pas dépasser fixé par la Banque de France. Christophe a tout dit hein, du point de vue de l'entrepreneur. Effectivement, moi-même je me présente, hein, je suis ancien cadre bancaire, je suis à la retraite et depuis, j'ai d'autres activités, je suis expert financier, je suis expert reconnu par la Cour d'appel de Paris notamment et je travaille avec principalement une avocate qui est maître Katia Debé du barreau de Versailles. Mon travail consiste à reprendre des dossiers comme celui de Christophe, des dossiers d'entrepreneurs, et d'explorer avec un microscope tout ce que la banque a fait depuis le départ, afin de voir si les difficultés que peut rencontrer l'entrepreneur proviennent d'un problème de gestion propre à l'entreprise ou s'il y a une responsabilité de la banque qui n'aurait pas appliqué certaines mesures, qui serait sorti des rails au niveau de la loi, qui aurait fait des choses assez abusives et hors la loi. Et à partir de là, je fais un rapport, ce sont des rapports qui font 200-300 pages, hein, et je travaille ensuite avec l'avocate, donc qui a pris en charge le dossier, en l'occurrence de Christophe, et qui demande l'arbitrage de la justice. Au niveau des fautes, on a bien entendu les commissions d'intervention qui faussent le coût des découverts et qui faussent le taux en le sous-estimant. Le logiciel qui est utilisé par les banques est mal programmé, c'est un peu le Dieselgate. Il annonce un taux effectif global nettement inférieur au taux effectif global réel, et celui-ci, le réel, il est bien au-delà de ce qu'on appelle le seuil de l'usure, c'est-à-dire le taux à ne pas dépasser, sinon c'est un délit. Pour donner quelques chiffres, Christophe, la banque annonçait un taux en général de 12% sur les découverts, ce qui est un taux correct, hein, et les calculs que j'ai faits font une moyenne de l'ordre de 41%. Tout simplement parce que le taux effectif global doit refléter le coût réel des frais et ne le reflète pas du tout. Donc ça, c'est une des erreurs, une des fautes. Donc là, je réinterprète et j'explique. Christophe, tu es entrepreneur, tu as une société, tu as parfois des facilités de paiement et des découverts. Tu crois sur parole ce que te dit la banque qui prélève par elle-même les frais d'utilisation. Exactement. À un moment qui te donné, présente des relevés. Oui, sur tes relevés, tu la crois sur parole. À un moment donné, tu dis ça fait un petit peu beaucoup. Tu contactes Monsieur Forecapper et là, vous vous rendez compte que non, en fait, il faut vérifier ce que la banque vous dit et que tu t'es fait prélever beaucoup trop d'argent. C'est ça, en fait. C'est presque 25 000 euros sur 5 ans. Hein. Je dis bien que sur 5 ans. C'est énorme. Alors, d'accord. Ça peut être beaucoup plus, donc forcément. Et ça, c'est des frais de découvert. C'est des milliards que représente tout ce système mis en place par de nombreuses banques qui pèsent sur la trésorerie finalement de toutes les petites structures comme la mienne. Et ces 25 000 euros, ce sont des frais de découvert ou il y a autre chose? Non, c'est tout. Alors, on va surtout dire que la banque abuse de personnes en difficulté. Le découvert, il est d'autant plus favorisé que si préalablement, on t'a pris des frais qui n'auraient pas dû être pris. Donc au final... Bien sûr, ça c'est un engrenage. C'est un engrenage. Donc de toute façon, c'est très facile et Gérard le démontre très bien avec ses rapports. Pour compléter ce qui est dit, c'est qu'une entreprise a besoin de découvert. Notamment, quelquefois, elle doit engager des travaux et elle sera payée qu'au bout de 2-3 mois. Donc, elle a besoin de ce qu'on appelle les facilités de caisse. Donc, l'autorisation de la banque d'être débiteur à un découvert autorisé qui, lui, est contractuel. C'est quelque chose de tout à fait normal. Ensuite, il faut qu'il paye des intérêts. Ça, c'est le loyer de l'argent. C'est normal, tout a un coût. Il y a des frais, ok. Mais ce qui est important, c'est que si Christophe va voir la banque en leur demandant combien m'ont coûté mes découverts, ils vont pas lui dire la totalité, ils vont pas lui dire la vérité. Ils vont citer simplement les intérêts qui est le loyer de l'argent. Parce que s'ils disaient réellement le coût du découvert, donc avec les frais qui ont permis d'obtenir le découvert, évidemment, le taux effectif global,
il monte en flèche. Et donc ça, la banque va le taire. Il y a une pratique qui est tout à fait déloyale et je dirais même frauduleuse, c'est le fait de ne pas dire réellement à quoi servent les commissions d'intervention et quelle est leur influence sur le coût. Que la banque prenne des frais, qu'elle prenne des intérêts, tout ça, oui, c'est normal dans le cadre des réglementations. Il y a des lois qui sont très bien faites là-dessus, sur la définition des frais, la définition des découverts. La seule chose, c'est que les banques ne les respectent pas. Et je veux bien rajouter une chose qu'on me fait souvent remarquer. Je ne suis pas du tout contre les banques, au contraire. J'ai fait toute ma carrière dans la banque et aujourd'hui, je suis une sorte d'inspecteur général qui va montrer du doigt quelles sont les fautes que font la banque. Et c'est à la banque de les rectifier. Sinon, nous demandons l'arbitrage des magistrats qui, eux, les remettent dans le droit chemin. Parce que c'est mathématique. Il y a eu quand même 24 gagnés par mon avocate, qui est Katia Debé, qui a co-rédigé le livre des commissions d'intervention. Et donc, voilà, c'est mathématique devant le juge, et c'est évident. Pour savoir, une fois que vous avez fait vos calculs, que vous aviez établi qu'il y avait un trop perçu d'environ 25 000 euros, que vous l'avez communiqué à la banque, comment est-ce que la banque a réagi? Est-ce qu'elle a bien compris la lettre? Est-ce qu'elle a bien compris ce que l'on voulait dire? Je ne veux pas être méchant, mais j'ai vu les réponses. Je me demande qu'est-ce que ces gens font dans la banque. Dans les banques que j'ai connues, ces gens-là ne travailleraient pas. Il y a une incompétence énorme au niveau des interlocuteurs. Et ça, je suis désolé, c'est pas une phrase comme ça. Je peux le démontrer et le prouver. Bon, la banque, elle a répondu. C'est plus de la baisse de niveau, mais disons en fait, les gens qui vous ont répondu n'avaient pas le niveau pour comprendre ce que vous leur exposiez, c'est ça en fait? Oui, et en plus, ils sont persuadés qu'ils ont compris. Ils ont compris de travers, bien sûr. Donc, on est obligé quand même de faire des lettres parce que dès lors que vous faites une réclamation auprès de la banque, il y a une procédure. Premièrement, vous contactez la banque, bon, elle vous répond n'importe quoi. Ensuite, vous êtes obligé de vous rapprocher de la banque pour essayer de régler ça à l'amiable. Et ça, c'est le décret du 11 mars 2015 qui oblige, avant de passer chez le juge, de se rapprocher de l'établissement et de s'expliquer. Ça, nous l'avons fait, recommandé à toutes les réceptions et tout ça. Ils n'ont rien voulu savoir. On a été donc plus loin. Il faut savoir que le médiateur de la banque n'est pas une obligation légale. Le médiateur de la banque, il fait un copier-coller de la réponse de la banque. Ils le savent très bien. Et ensuite, l'avocate rédige une assignation près du tribunal et l'assignation est envoyée au tribunal. La banque a connaissance de cette assignation, c'est-à-dire de tous les reproches qui sont faits avec l'étude, avec tout, et ils doivent répondre. La réponse qu'ils ont faite, des conclusions, sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas vraiment compris et je pense qu'ils sortent de la face cachée de la lune. Ils sont pas du tout au courant. Alors l'avocat calmement a bien répondu de nouveau et on en est là. On est en train de faire un échange entre les conclusions, les réponses aux conclusions. Il s'avère que malheureusement nous serons obligés d'aller déranger le juge pour lui demander son arbitrage. Alors que c'est un problème qui est tellement évident qu'on aurait pu le régler sans mobiliser la justice. Oui, on le sait tous, a d'autres choses à faire. D'accord. Donc là, ça signifie que, il faut vérifier ce que nous dit la banque, il faut refaire les calculs. Oui. 2, ça veut dire que la banque a beaucoup de mal à reconnaître des erreurs en sa défaveur. Oui. Oui. Et 3, Christophe de Grève, est-ce que tu as réussi facilement à changer de banque? Parce que je suppose que là, avec la de paiement dont tu as besoin et autres, pour ton fonds de roulement et ta trésorerie journalière, oui, ça a bien mis un mois et demi. Il y avait eu des périodes compliquées, difficiles, parce que forcément, quand on est dans une situation où la trésorerie est serrée, qu'il y a tout un tas de choses, forcément trouver un partenaire, trouver un partenaire. Il y a eu de la rétorsion de la banque qui t'ont embêté ou tu as été accepté facilement par une autre banque? Ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu faire plusieurs démarches. Après, ça n'a pas été qu'une seule banque. J'ai même fait des démarches auprès de la Banque de France, d'abord pour essayer d'avoir gain de cause sur des demandes, des facilités par rapport à tout un tas d'évolutions que je prenais au niveau de la société, pour toujours faire en sorte de rebondir et puis d'aller de l'avant et puis de toujours s'en sortir malgré toutes les charges qui nous pressurisent constamment. Donc voilà, ça n'a pas été un chemin facile. Mais bon, après, heureusement, il y a quelques relais.
au niveau de ma région pour aider, pour faire des facilités de caisse. Mais c'était plutôt ce travail-là plutôt qu'un concours bancaire. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans... de toute façon, ça a changé ces dernières années. On a des interlocuteurs de moins bonne qualité, comme l'explique Gérard. On nous dit que les dossiers, ils sont renvoyés vers... c'est un peu délocalisé, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de contact humain avec des gens qui vont prendre des décisions. Tout est délocalisé. Voilà, on est des pions et il y a plus vraiment ce relationnel qui existait, je pense, bien avant le Covid. Donc, de toute façon, je perçois une évolution dans, de toute façon, le comportement bancaire. Donc après, forcément, je vais pas comploter. Hein. Non, mais en l'occurrence, tu es en train de demander 25 000 € à ta banque. Ça veut dire que tu as dû changer. La question, c'est simple. Est-ce que tu as eu des mesures de rétorsion par rapport à ta banque? Est-ce que ta nouvelle banque t'a laissé rentrer? Est-ce que la nouvelle banque est informée de ce que l'ancienne banque a fait et est-ce qu'elle se comporte de manière, est-ce qu'elle est réglo avec toi? Pour l'instant, on va dire, je suis un client qui respecte tous ses engagements, qui a une trésorerie positive dans la nouvelle banque. Et puis voilà, j'ai figé beaucoup de choses dans l'ancienne banque, sachant qu'on est en procédure judiciaire. Gérard, est-ce que le problème de Christophe est un épiphénomène, un cas isolé, ou est-ce que vraiment il faut regarder? Alors, ça fait 15 ans que je travaille avec KKTD là-dessus. J'ai énormément de particuliers et aussi d'entrepreneurs, plutôt des PME ou TPE, qui ont tous le même problème. Les banques ont toutes le même problème, c'est-à-dire que les frais qui sont pris ne sont sommés pour ne pas faire apparaître un taux trop important des concours, c'est-à-dire des découverts. Vous voyez? Alors, par rapport à l'affaire de Christophe, oui, tous les entrepreneurs qui ont des commissions d'intervention sont impactés. Et en ce qui concerne Christophe, il s'agit de 25 000 €, mais j'ai un bar-restaurant qui a 67 000 € de frais, une autre qui a 48 000 € de frais. Ça fait qu'aujourd'hui, et ça c'est notre souci, on sait que les entreprises paient très cher au niveau de la crise. On sait qu'il y aura beaucoup quand même de procédures, de faillites et autres d'entreprises. Et nous pensons que beaucoup de ces faillites peuvent être évitées. Alors, on parlait de ce que faisait la banque. Elle le fait en toute conscience, bien sûr. Elle sait très bien que c'est illégal. Ils sont pas idiots quand même. Mais il y a une autre faute qui est faite, notamment sur tous les crédits mutuels et sur tous les crédits agricoles. La loi, article 312.1.1 du Code monétaire et financier, précise que sur la grille tarifaire qui est présentée tous les ans, il y a 12 produits, 12 frais, dont les commissions d'intervention, qui doivent être rédigées selon un certain texte. C'est-à-dire que quand vous prenez la grille tarifaire, la grille des tarifs, vous allez chercher dans l'incident commission d'intervention, eh bien le texte qui est mis pour les décrire est dûment réglementé. D'accord ? Seulement les banques ne le respectent pas. Elles ne respectent pas parce qu'en fait le texte c'est les commissions d'intervention. Il doit être noté somme perçue par l'établissement pour l'intervention en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier. Point. Ceci mis comme ça, c'est pas compréhensible. On ne sait pas ce que c'est qu'un traitement particulier. Bon. Et donc, le comité consultatif du secteur financier a bien précisé 3 exemples. Présentation d'un ordre de paiement irrégulier, ou coordonnées bancaires ou inexactes, ou absence ou insuffisance de provision. Et 3 petits points. Donc, il peut y avoir d'autres choses. Le fait que la loi oblige à préciser ça, notamment absence ou insuffisance de provision, permet d'informer le client pour savoir toutes les commissions d'intervention, d'où ça vient. D'accord ? Et ça, c'est l'article D312.1.1 qui l'oblige. Or, les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait pour ne pas avoir de réclamation et pour rendre ce terme incompréhensible, n'ont pas cité complètement le texte tel qu'elles sont obligées de le faire. Elles ont supprimé les exemples. Donc aujourd'hui, le texte client normal qui voit commission d'intervention, eh bien il voit qu'il y a effectivement absence ou insuffisance de provision. Eh bien dans les grilles tarifaires du crédit mutuel et aussi du crédit agricole et d'un certain nombre de banques, il n'y a pas les exemples. Donc à partir de là, étant donné que c'est une obligation légale, nous avons une base légale pour attaquer la banque, c'est-à-dire l'article D312.1.1 du Code monétaire et financier. Il impose des standards de transparence. Or, on peut évoquer pour la banque un manquement au devoir d'information et de transparence qui est une obligation légale et contractuelle. Traduction. Toutes les commissions d'intervention
qui sont débités sur vos comptes depuis l'ouverture du compte n'ont pas de base légale et doivent être supprimés, donc remboursés. C'est clair. Enfin, il y a des textes qui sont obscurs, mais celui-là, on ne peut pas faire plus clair. La banque est obligée de mettre un texte, elle ne le met pas. Elle commet une infraction. Et la conséquence, c'est que, eh bien, quand on voit commission d'intervention sur son extrait de compte et du fait qu'il y a une obligation légale d'information que nous n'avons pas, on est tout à fait fondé à demander le remboursement de ces frais d'intervention à la banque, ce que l'on fait pour Prestock notamment, et demander à la justice, si la banque ne veut pas, d'obliger la banque à rembourser ceci. Ce qui veut dire que dans le cas de quasiment toutes les entreprises, d'une part, il y a un mauvais calcul du taux effectif global parce qu'on n'a pas inclus les frais de commission d'intervention, et d'autre part, de toute façon, les commissions d'intervention sont illégales. Alors franchement, on ne peut pas faire mieux. Et là, ça veut dire c'est 60 milliards sur 10 ans. Là, j'ai deux idées qui me viennent en tête là dans le peu de temps qui nous reste. La première, c'est que j'ai eu moi aussi, durant longtemps en France, un compte professionnel à la banque, et mon conseiller bancaire, avec qui j'avais de bonnes relations à l'époque, m'avait dit qu'il y avait un indice de rentabilité en tant que client qui était affiché sur son logiciel de compte, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il était face à moi sur son ordinateur, il voyait si j'étais un interlocuteur rentable ou pas. C'est vrai, ça? Oui, je dirais que là, c'est semi-officiel. C'est des pratiques commerciales. Bon, on avait ça sur les fiches clients et ensuite, évidemment, sur la fiche sur l'ordinateur qui informe de savoir, bon, celui-là, il est rentable, attention, il n'est pas rentable. Mais, bon, ça n'a qu'une utilisation commerciale. Non, je dis ça parce qu'avec lui, j'étais pas quelqu'un de rentable, et un jour, il a été remplacé parce que les conseils professionnels sont ventilés régulièrement pour justement ne pas trop rester au même endroit, et on a vu arriver des jeunes avec des dents très longues et des velléités de construction de carrière, et soudainement, je suis devenu très rentable. Voilà. Avec ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on a vu arriver des frais, des propositions de crédit très coûteux, des frais d'intervention, et ça, ce sont des pratiques que la banque fait, et vous nous dites que ces pratiques sont en partie illégales. Alors, la pratique commerciale qui consiste à noter son client, à essayer de voir qui est rentable, qui ne l'est pas, ce sont des pratiques commerciales utilisées par tout le monde. Bon, mais même ma boulangère, elle le fait. Bon, c'est pas ça la question. Par contre, c'est dans les propositions qu'ils font qu'il y a des choses qui sont illégales. Par exemple, quand ils font un découvert, à partir de là, ils savent que le taux effectif global du découvert qui vous renseigne, eh bien, sera erroné. Si vous voyez aujourd'hui un taux, mettons, à 18%, vous allez voir la banque qui est en face, elle vous dit un taux à 14%, vous allez dans la banque en face. C'est le jeu du capitalisme, je dirais, c'est-à-dire la libre concurrence. Mais si cette concurrence est faussée, et là, elle l'est, à partir de là, il y a infraction et il doit y avoir sanction. Mais c'est encore pire que ça, parce que moi, quand j'étais en Irlande, je n'avais pas de découvert, je n'en voulais pas. Quand j'étais en Asie, ma banque privée ou ma banque professionnelle, je ne voulais pas de facilité de paiement et de découvert. En France, je n'arrive pas à ouvrir un compte où je n'ai pas de découvert contre mon gré, en fait. Si jamais il y a un prélèvement qui vient ou autre, le prélèvement n'est pas refusé, je suis en découvert et on me facture des frais. Oui. Alors, prenons l'exemple du prélèvement qui arrive. Vous avez 0 sur votre compte, par exemple. Et vous avez un prélèvement EDF, je dis n'importe quoi, de 80 € qui se présente. La banque, son obligation, il n'a pas la provision, on refuse l'écriture. Mais la banque qui est aussi distributrice de crédit va se dire oui, mais on peut peut-être lui prêter les 80 € et dans ce cas, j'autorise 80 € de découvert ponctuel et donc là, l'écriture, elle va être débitée sur le compte. C'est une sorte de facilité, mais c'est encadré. Mais par contre, en aucun cas, quand une banque dit il y a un découvert non autorisé, ça n'a aucun sens. Si je vous prête de l'argent, je peux pas dire je me suis pas autorisé à vous prêter de l'argent. Ça n'a aucun sens. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est limite. Alors, question très rapide, il est aujourd'hui de plus en plus difficile d'ouvrir un compte dans une banque qui a encore un guichet dans la rue. Les banques où il est possible d'ouvrir un compte, ce sont des banques électroniques, ce qu'on appelle les néobanques. Ce ne sont même pas forcément des banques, ce sont uniquement des émetteurs de cartes de paiement. En plus,
non seulement on n'arrive pas à ouvrir des comptes, mais en plus, nos banques, de temps en temps, ça leur prend, ils vont décider qu'ils vont nous donner des frais ce mois-ci ou autre. Quelle est vraiment notre protection? Comment peut-on se protéger par rapport à nos banques dont on a besoin, qui sont obligatoires, dont on nous pousse pour ne plus avoir à utiliser qu'elles, voire en supprimant, pour certains entrepreneurs ou pour les particuliers, possibilité de faire autrement que par des voies électroniques? Quels sont les contre-pouvoirs qui existent aujourd'hui pour nous protéger des abus des banques? Malheureusement, moi, j'ai connu la banque il y a longtemps. Je suis en retraite depuis 14 ans, mais la banque des années 70-80... Vous avez dû voir effectivement l'évolution et vers ce vers quoi nous allons. À partir de 90, oui. Avant, la banque était correcte. On ne prenait pas un centime sans l'autorisation du client. Enfin, on faisait notre boulot de banquier. Moi, j'étais pendant longtemps à Maison Laffitte. Et bon, quand je rentrais le soir, j'allais jusqu'à la gare. Je saluais au moins 10 personnes. Avant, le métier de banquier était honorable et respectable, car il respectait les règles. Mais dès lors qu'il est sorti des rails, qu'il a fait un peu n'importe quoi, oui, alors là, il y a eu un problème. Alors, ce qui est fait aujourd'hui, bon, déjà, les frais sont quasiment tous illégaux. Quasiment tous, parce que quand vous facturez quelqu'un, il doit y avoir un service en face de ça. Je vois pas, par exemple, une entreprise, par exemple Christophe, qui va facturer un client en disant frais de gestion. Ça veut rien dire. Ou frais d'étude de dossier. Ça veut rien dire. Il y en a qui mériteraient, mais bon, c'est un autre débat. C'est vrai. Oui. Christophe, donc aujourd'hui, toi, tu as pu, ton entreprise n'est pas menacée, tu peux continuer d'exister. Non, pour l'instant, je fais tout pour continuer à avancer malgré toutes les contraintes qu'il y a. Après, c'est que des négociations auprès de différents organismes pour toujours étaler le maximum de choses qui peuvent être encore à régler pour continuer, voilà. Donc Gérard Fourcapeur et Christophe Degrave, j'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci, oui. L'ouvrage aux éditions Lutenay, de la saignée au dépeçage, ou comment certaines banques étouffent et dépouillent les petits entrepreneurs. Et puis aussi, monsieur Gérard Fourcapeur, vous êtes prestataire, vous pouvez aider les gens qui ont besoin de protection et de conseils par rapport à l'abus des frais bancaires et autres. Comment est-ce qu'on vous trouve, monsieur? Alors, en fait, j'ai refait une association. Bon, les éditions Lutenay, c'est moi qui les ai créées en 98, donc ça fait 27 ans à peu près, presque 30 ans. Et je me suis spécialisé dans les témoignages tragiques. Et aujourd'hui, j'ai retransformé ces éditions en une association, 1901. Et donc, on peut me trouver sur cette association. C'est-à-dire, il suffit d'aller sur le site des éditions Lutenay, édition au pluriel, Lutenay, LUTHENAY.fr. Dans les contacts, il y a ma boîte mail. On m'envoie un lien avec les coordonnées. Bon, les éditions Lutenay, effectivement, on peut adhérer, mais avant toute adhésion, je regarde le problème. Je le regarde, j'étudie quand même la chose et ensuite, je vais dire à la personne, voilà ce qu'on peut faire, mais voilà ce qu'on peut pas faire. Ouais. Et alors, je travaille toujours avec l'avocate. Alors, si vraiment on doit, comme ça s'est passé avec Christophe, passer à la vitesse supérieure, eh bien là, je travaille avec l'avocate comme expert et je fais l'étude. Très bien. Messieurs, merci de ces explications. Comme quoi, le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, c'est aussi surveiller ses prestataires. À tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.